Donc, bonsoir, nous avons ce soir Jérôme Stromza qui a été interrompu la dernière fois pour une question technique. Et donc il a eu la gentillesse de revenir et on va parler un petit peu de sujets divers cette fois-ci, plutôt que d'aller en approfondi sur un seul sujet. Voilà. Donc merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Ok, donc Jérôme, je crois que la dernière fois on a parlé surtout de dentiste et d'endodontiste et tout ça. On a un peu éliminé, donc disons, toutes les petites questions. Et donc cette fois-ci, je voudrais parler peut-être un peu de ta spécialité et aussi de tes cours. Quand tu dis que tu donnes des cours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des séminaires? Alors, j'ai plusieurs niveaux d'enseignement. Un niveau d'enseignement, c'est l'enseignement spécialiste. Donc, j'enseigne ce dont on avait parlé la semaine dernière, qui était de l'endo-implantologie. Voilà. Qui, en fin de compte, originairement, c'est l'enseignement aux spécialistes endodontistes. Donc, ça veut dire ceux qui, techniquement, sont limités à faire des traitements canalaires. Je leur enseigne le placement des implants, mais essentiellement la décision, ce qu'on appelle decision making process. C'est quand est-ce qu'il est bien de faire de l'endodontie et quand est-ce qu'il est peut-être meilleur de ne pas faire l'endodontie. Donc c'est un peu l'origine de ce mouvement, c'était quand je faisais à l'époque énormément de retraitements. Ça veut dire retraitement, ça veut dire refaire des traitements qui ont déjà été faits. Et la question que je me suis posée il y a un bout de temps, enfin il y a une quinzaine d'années, à un moment, je me disais, est-ce que c'est sage de refaire? D'où est venu le motto to retreat, but not to retreat, qui était très shakespearien, qui était aussi un vrai problème. Quand tu es spécialisé. Est-ce que ça vaut le coup de tenter le coup? Quand on est spécialisé pour faire d'un retraitement, qu'on a passé toute notre vie à s'entraîner, à faire le meilleur des travaux, etc., on a quand même une énergie qui nous pousse à faire ce travail. C'est évident, sinon on ne le ferait pas. Et quand tout d'un coup on se pose la question, est-il sage d'exprimer la spécialité qu'on fait? C'est vrai que ça pose des questions qui sont plus profondes que des questions scientifiques. Ce sont des questions d'éthique, en gros. Est-ce qu'il faut retraiter ou est-ce qu'il ne faut pas retraiter? Et comment tu prends la décision? Alors, cette décision, elle est très intéressante parce qu'elle est prise en mettant en balance énormément de paramètres. Ces paramètres sont, disons que le traitement canalaire, c'est parce qu'on veut sauver des dents. Et des fois, on peut sauver une racine, ça ne veut pas dire qu'on peut sauver la dent. Est-ce que la racine qu'on a sauvée est restaurable ou non? C'est la question. D'accord. Et l'autre question, c'est... Et comment tu fais ça que si tu peux ouvrir et voir? C'est une question qui est vraiment difficile à répondre. C'est une question qui est essentiellement scientifique, mais énormément mécanique. Ça veut dire qu'une dent, elle est faite de deux parties, la couronne et la racine. Oui, et donc tu veux voir si... Et il y a la gencive autour. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu veux voir? Alors, on veut savoir que... Est-ce que des fois, ça vaut le coup de passer tellement de temps et aussi financièrement, est-ce que ça vaut le coup pour le patient? Ah, d'accord. Ça coûte cher? Tout coûte cher aux États-Unis. Non, bah, c'est-à-dire... bon, c'est-à-dire les gens, c'est vrai, ils doivent se demander, ça vaut... Est-ce que ça vaut le coup? C'est un investissement. Je dois payer pour une dent ou je dois payer pour le traitement? C'est l'un ou l'autre? C'est un investissement de tout le monde. C'est un investissement du praticien qui va passer beaucoup de temps à travailler. Ça aussi, c'est un investissement du patient qui va passer beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans la chaise. Donc il faut être certain que le travail sur lequel nous on s'engage, il faut être certain que ça va être un long terme. Parce que si c'est pas un long terme, ça vaut pas le coup. Et des fois, c'est pas très évident de savoir si le travail dans lequel on s'engage va aboutir à un résultat qui va durer très longtemps ou pas. Ce sont des choses qui sont très difficiles. Donc c'est pour ça que ça peut pas s'enseigner dans une école, parce que ça prend trop de temps. C'est pas que ça ne peut pas s'enseigner dans une école, c'est que... tu ne peux pas avoir des patients qui viennent pendant 6 mois, si? C'est-à-dire que c'est un enseignement qui ne peut s'enseigner qu'à des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience. C'est seulement si tu as beaucoup d'expérience que tu peux juger, avec tous les cas que tu as fait avant, pendant des années, pas pour dire pendant des décennies, est-ce que ce genre d'affection, ce genre de maladie ou ce genre de faiblesse dentaire, est-ce que je peux être capable de la
renverser, de faire quelque chose qui va tenir en long terme. Et tu as beaucoup de gens intéressés dans ça? Ben, en fin de compte, c'est un dilemme qui est extraordinaire parce que il y a vraiment, la dentisterie à un moment a eu une sorte de compétition tout à fait naturelle avec l'implantologie, qui, comme j'avais dit la dernière fois, a entre 30 et 40 ans d'existence maintenant, mais qui depuis peut-être les 20 dernières années ou les 15 dernières années est en pleine expansion, puisque je crois que c'est un territoire dentaire qui a une croissance industrielle de 30 à 35% par an. Enfin, ça, c'était avant la crise. Mais les gens qui prennent ton cours, enfin les dentistes qui prennent ton cours, étant donné que ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, quel est le pourcentage qui le font? Ben, c'est-à-dire que il y a des gens qui prennent des cours d'implantologie. Et donc, ils vont placer des implants dans des territoires édentés, ce qu'on appelle. Ça veut dire que si tu as une dent manquante par exemple, le truc le plus commun qui était fait avant, c'est de passer un bridge. Un bridge, c'est un pont. Un pont, ça veut dire qu'il faut deux rives, ça veut dire deux dents, une dent devant, une dent derrière. Et il y a une dent soudée aux deux dents qu'on met. Donc, le bridge, c'était une solution qui a plus de 50 ans d'existence, qui a marché de façon extraordinaire. Mais qui a aussi un petit inconvénient, c'est que si il te manque une dent, entre deux dents qui sont totalement saines, il y a quand même un problème de préparer des dents saines pour mettre un bridge. C'est pas la meilleure des idées. Donc depuis que l'implantologie s'est très bien développée, maintenant, le bridge a perdu un peu de ses valeurs et de ses faveurs. Et maintenant, si te manque une dent et que tu as deux dents saines de chaque part, alors on va te mettre un implant qui va juste remplacer une dent et qui est la dent manquante. D'accord. Moi, ce que j'enseigne, si tu veux, l'origine de ce que j'enseigne, elle vient de l'endodontie. Ça veut dire, en tant qu'endodontiste, mon travail est de sauver des dents qui sinon auraient été extraites. Mon deuxième travail, c'est de retraiter des dents qui ont déjà été traitées et que si on ne retraite pas, doivent être extraites. Mais dans ce nouveau challenge, la question c'est, est-ce que je dois ou je ne dois pas retraiter? Est-ce que ça vaut le coup de retraiter maintenant qu'on a une solution qui est une solution alternative à travers l'implantologie? Est-ce que c'est plus encourageant que décourageant? Moi, je trouve que c'est très encourageant. Tout est très encourageant. Parce qu'en fin de compte, on a ouvert des nouvelles voies. J'ai ouvert des nouvelles voies qui sont fascinantes, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on part de challenges endodontiques qui sont très difficiles à solutionner. Et au lieu de prendre une chance avec un retraitement, par exemple, alors on va décider d'enlever la dent. Et dans le cas de l'endoimplantologie qui a créé des protocoles très spécifiques, on arrive dans la plupart des cas à implanter immédiatement après l'extraction et à faire le grafting immédiatement après l'extraction. Et là, ça devient très intéressant parce que... tu as commencé à faire ça quand? Le processus, il a commencé il y a plus de 15 ans. Donc, tu as eu quand même quelques bons résultats? Non, pas quelques... si je n'avais que quelques bons résultats, ça serait un peu un problème. Non, j'ai eu des très très bons résultats. Et en fin de compte, ces résultats ils sont basés sur le choix thérapeutique. Ça veut dire qu'un bon choix va amener généralement un bon résultat et un mauvais choix va amener un mauvais. Mais ça, c'est vrai pour toutes les disciplines. Donc, avec l'expérience, tu as appris? C'est l'expérience, en fin de compte, qui guide. Et ça, je pense que c'est toute la vie d'un dentiste ou de n'importe quel praticien. Et pour revenir à tes cours, ça dure combien? Mais ça dépend. Il y a des cours qui durent 2 jours, il y a des cours qui durent 3 heures, il y a des cours qui durent 1 jour, et il y a des cours qui sont des séries de cours. Et ce que tu enseignes, tu leur montres quelques petits cas que tu as fait, c'est ça? On enseigne énormément à partir de cas existants. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend, surtout quand on voit des résultats à 10 ans, 8 ans. Donc les dentistes savent déjà que ça existe. Et voient les résultats. Et veulent voir plusieurs résultats. Et voient les résultats. C'est ça qui les incite à faire. Et après, ils essayent de pratiquer eux-mêmes. Et après, donc, disons que j'avais créé quelque chose que j'ai d'ailleurs fait un trademark, et j'appelle ça Progressive Learning. Donc ils checkent au Dieu de temps en temps? Voilà, disons que le plus le protocole est compliqué, ou le plus la chose qui est enseignée est loin de ce que le dentiste a fait, on a fait l'expérience avant, le plus il faut faire des petits pas pour apprendre. D'accord. Et donc l'idée de Progressive Learning, c'est que il y a beaucoup de moyens de comprendre comment le protocole et les protocoles chirurgicaux marchent, et il y a beaucoup de moyens de les diviser
en petites étapes. En petite Comme ça, étape, oui. on n'a pas besoin de se Mais ils lancer dans t'appellent le... tous les 6 mois, ils disent j'ai ce Non, cas. c'est une communication qui est en fin de compte très libre. Quand ils ont besoin, ils m'appellent. Quand ils veulent, ils reviennent. Ah, Et ils d'accord. prennent d'autres cours aussi. Il y a énormément de cours d'éducation continue aux États-Unis. Donc D'accord. l'origine de l'apprentissage... Mais moi, je prends des cours. Donc j'apprends des autres. Je le mélange avec ce que je connais moi-même et je le redistribue à d'autres gens. D'accord.